Cette fumée à l'horizon n'est pas un accident, ce n'est pas un incendie industriel. C'est un grand pétrolier koweïtien, appelé Al-Salmi, touché et incendié par un drone iranien, alors qu'il était ancré dans les eaux de Dubaï. Regarde ce trou dans la coque. Ce navire n'essayait pas de forcer le passage dans une zone de guerre. Il était à l'arrêt, ancré, en sécurité. Ou du moins, il pensait l'être. Et il a été attaqué quand même. Mais l'histoire d'Al-Salmi ne concerne pas seulement un navire attaqué. Il s'agit de quelque chose de bien plus grand. Il s'agit d'un monde entier qui, sans s'en rendre compte, a mis toute sa survie entre les mains d'un seul couloir d'eau. 34 km. Et lorsque ce couloir a été bloqué, le monde a découvert à quel point il était fragile. Parce que c'est la nouvelle réalité du détroit d'Ormuz. Cette bande de mer qui ne fait que 34 km de large à son point le plus étroit. Par là, passe 20% de tout le pétrole de la planète. Celui qui contrôle ce corridor détient l'énergie mondiale. Aujourd'hui, c'est l'Iran. Peu importe où se trouve votre navire. Peu importe ce que vous transportez. Si l'Iran décide que vous ne passez pas, eh bien vous ne passez pas. Et si vous essayez, Al-Salmi montre ce qui se passe. Mais ce que presque personne ne dit encore, c'est qu'en faisant cela, l'Iran a peut-être commis la plus grande erreur de son histoire. Parce que ce geste, qui semble être le sommet du pouvoir iranien, accélère exactement ce que le pays craignait le plus. Voyez-vous ? Avant la guerre, environ 110 navires traversèrent le détroit d'Ormuz chaque jour. Aujourd'hui, ce nombre est inférieur à 10. Près de 2000 navires sont à l'arrêt, attendant des deux côtés de ce couloir d'eau qui, soudainement, est devenu une zone de guerre. Le prix du pétrole a dépassé 126 $ le baril. Des pays de l'autre côté de la planète rationnent le carburant. Les Philippines ont déclaré l'urgence énergétique nationale. Le Pakistan était tellement désespéré qu'il a négocié avec l'Iran le droit de faire passer ses navires par le détroit et a célébré cela comme s'il avait gagné une guerre. On dirait une victoire totale pour l'Iran. On dirait le moment où des décennies de menaces se sont enfin transformées en véritable pouvoir. Mais il existe une règle non écrite qui se répète tout au long de l'histoire. La règle selon laquelle, lorsqu'un pays utilise sa plus grande arme, il révèle exactement où il est vulnérable. Et l'Iran vient de montrer au monde la carte exacte pour le rendre insignifiant. Voici le détail que la plupart des gens n'ont pas encore remarqué. L'Iran n'a pas fermé le détroit. Il a fait du détroit une source de profit. Près de l'île de l'Arak, dans les eaux iraniennes, la garde révolutionnaire a créé un couloir de passage spécial. Les navires qui souhaitent traverser doivent remettre la liste complète de la cargaison, le nom de chaque membre d'équipage et la destination finale à des représentants autorisés par les militaires iraniens. Ils reçoivent un code d'autorisation. Ils sont escortés par un navire militaire. Et certains paient pour la traversée. La somme rapportée est de 2 millions de $ par passage, payé en yuan, la monnaie chinoise. Parce que l'Iran ne peut pas utiliser le dollar. Les sanctions internationales l'en empêchent. Le Parlement iranien débat actuellement d'une loi visant à rendre ce péage permanent et officiel. Un parlementaire a déclaré ouvertement « Nous garantissons la sécurité du détroit ». Il est donc logique que les navires paient pour cela. Je ne sais pas si tu as remarqué ce qui se passe ici, mais ce que l'Iran fait porte un nom. Ça s'appelle de l'extorsion. C'est demander de l'argent par la force, en utilisant la menace comme moyen de pression. Et c'est interdit par le droit international de la mer. Mais l'Iran le fait quand même. Et de nombreux pays paient. Il y a ici un parallèle historique intéressant. Dans les années 2000, Blockbuster imposait des frais de retard tellement abusifs que ses propres clients ont cherché des alternatives. C'est exactement cela qui a ouvert la voie à Netflix. Le fait de monétiser la dépendance, c'est ce qui a détruit le monopole. L'Iran fait la même chose avec le détroit d'Ormuz. La question qui reste en suspens est simple. Existe-t-il une issue qui ne passe pas par des négociations avec l'Iran ? Existe-t-il un moyen de rendre ce péage complètement inutile ? La réponse est oui. Et elle est en train d'être construite en ce moment. Quand on regarde une carte de la région, quelque chose attire immédiatement l'attention. La péninsule de Musandam, à l'extrême nord d'Oman, s'avance vers le détroit d'Ormuz comme un couteau pointé vers le nord.
Et, entre le golfe Persique et le golfe d'Oman, à cet endroit, il n'y a qu'une bande de terre de quelques dizaines de kilomètres. L'idée qui a commencé à circuler sur les réseaux sociaux est simple. Perce cette bande de terre. Creuse un canal. Les navires quittent le golfe Persique directement pour le golfe d'Oman, sans passer par le détroit, sans passer par les eaux iraniennes, sans payer de péage à qui que ce soit. L'idée a eu tant de succès qu'un ex-président de la Chambre des représentants des États-Unis a relayé une proposition de creuser ce canal avec des bombes nucléaires. La proposition était une blague. Mais il ne s'en est pas rendu compte, et l'a partagée comme si c'était sérieux. Le canal du Mouzandam, joli sur la carte, est en réalité un cauchemar. Ces montagnes là-bas sont les montagnes Hajar. Elles atteignent 3000 mètres d'altitude. La roche est l'un des types de pierres les plus durs au monde. Formée au cours de millions d'années de pression à l'intérieur de la Terre. Pour qu'un grand pétrolier puisse passer, le canal devrait avoir au moins 25 mètres de profondeur et 200 mètres de largeur. Il faudrait des centaines d'écluses, des structures gigantesques qui fonctionnent comme des portes pour contrôler le niveau de l'eau, similaires à celles du canal de Panama. Et le coût pourrait atteindre 300 milliards de dollars. 300 milliards. C'est l'équivalent de construire presque 60 canaux de Panama. C'est plus d'argent que ce que de nombreux pays produisent en un an. Une somme absurde pour un projet qui, comme nous le verrons, présente un problème bien plus grave que son coût. L'argent n'est pas le principal souci. C'en est un autre. Le détroit d'Ormuz fait 34 km de large. Un canal ferait peut-être 200 mètres. Plus le couloir est étroit, plus il est facile à bloquer. En 2021, un seul navire s'est échoué dans le canal de Suez et a paralysé le commerce mondial pendant 6 jours. Un canal à travers le Mouzandam serait la cible parfaite pour toute attaque, d'un missile, d'un drone ou d'un seul navire mal positionné. Alors, le grandiose canal à travers le Mouzandam est la solution la plus radicale. Mais elle est loin d'être la plus urgente. Alors que le monde débat de ce projet depuis des décennies, une autre course a déjà commencé. Plus rapide, plus pratique et produisant déjà des résultats. Les pays du Golfe n'attendent pas. Peu de gens savent qu'ils ont déjà commencé à construire une voie de sortie il y a des décennies. En silence, sans faire la une, sans que le monde y prête attention. L'Arabie Saoudite possède un oléoduc appelé Pétroline. Un oléoduc est un immense tuyau enterré dans le sol qui transporte du pétrole sur de longues distances, comme une veine souterraine. Celui-ci fait 1200 km de long. Il part des champs pétrolifères à l'est du pays et arrive au port de Yanbu, sur la mer Rouge. De l'autre côté de la péninsule, complètement hors de portée du détroit d'Ormuz. Cet oléoduc n'est pas apparu de nulle part. Il a été construit pendant les guerres des années 1980, lorsque l'Iran menaçait déjà de fermer le détroit pour la première fois. Pendant des décennies, il est resté en arrière-plan. Aujourd'hui, il fonctionne à sa capacité maximale, 7 millions de barils par jour. Et voici un détail que presque aucune chaîne ne va vous révéler. Cet oléoduc n'avait jamais fonctionné à pleine capacité en 45 ans d'existence. Jamais. La première fois dans l'histoire. Cela s'est produit le 11 mars 2026, quelques semaines après le début de cette guerre. Les Émirats arabes unis ont leur propre voie. Un oléoduc de 360 km qui part des champs pétrolifères intérieurs et arrive directement au port de Fujairah, dans le golfe d'Oman, lui aussi à sa capacité maximale. Et le port de Khor Fakkan, qui donne directement sur l'océan sans passer par le détroit, reçoit déjà des navires et exporte du pétrole vers le monde entier sans demander la permission à qui que ce soit. Autrement dit, lorsque l'Iran a fermé le détroit en pensant qu'il avait le monde entre ses mains, il n'avait pas pris en compte une chose. Les pays du Golfe avaient déjà construit, des décennies auparavant, les premiers éléments de cette issue. Mais ces routes existantes ne sont pas suffisantes. Il reste encore beaucoup à faire. Et c'est là qu'intervient quelque chose qui se passe en ce moment, à une vitesse que le monde a rarement vue dans la construction d'infrastructures. De nouveaux oléoducs sont en cours de négociation entre le Koweït et les Émirats, entre l'Irak et les Émirats, entre le Qatar et les Émirats. Chaque nouvelle connexion est simple à comprendre. C'est un pays de plus que l'Iran ne peut plus tenir en otage.
Chaque baril qui trouve une sortie alternative est un baril qui n'aura plus jamais besoin de passer par le péage iranien. Une proposition peut vraiment tout changer. Sans montagne, sans 300 milliards de dollars et sans attendre une génération. Un corridor de 116 km reliant Sharjah dans le golfe Persique à Fujairah dans le golfe d'Oman. En traversant le point le plus bas des montagnes Hajar. Sans énormes écluses, sans la profondeur requise pour les grands pétroliers. Un corridor d'oléoducs et de routes qui transformerait Fujairah en le plus grand centre d'exportation d'énergie du monde. Son coût estimé, 4 milliards de dollars. Maintenant, si vous comparez cela aux 300 milliards du Grand Canal, c'est presque négligeable. Et si on le compare au coût de la crise qui est déjà en train de détruire des économies entières? Eh bien, c'est urgent. Mais maintenant, je dois te dire quelque chose dont presque personne ne parle. Quelque chose qui va t'affecter, et qui n'a rien à voir avec le prix de l'essence. Pense au pain que tu achètes, au riz, au maïs, à n'importe quel aliment issu de l'agriculture. Pour produire tout cela, les agriculteurs ont besoin d'engrais. L'engrais, c'est ce qui nourrit la terre et fait pousser les plantes plus vite et plus vigoureusement. Sans engrais, la récolte diminue. Avec une récolte moindre, le prix des aliments augmente. Le problème concerne alors tout le monde. Pas seulement pour ceux qui vivent près du Moyen-Orient. Un tiers de tous les engrais transportés par voie maritime dans le monde passent par le détroit d'Ormuz. Le golfe Persique produit entre un tiers et presque la moitié de l'urée mondiale. L'urée est le type d'engrais le plus utilisé sur la planète, fabriqué à partir du gaz naturel. Et sans elle, les cultures ne poussent tout simplement pas comme elles le devraient. Le prix de l'urée est déjà passé de moins de 500 à plus de 700 $ la tonne depuis le début de la crise. Et le moment ne pourrait pas être pire. C'est justement maintenant la saison des semis dans l'hémisphère nord. Les agriculteurs doivent acheter de l'engrais dans les prochains mois pour assurer la récolte de fin d'année. En cas d'échec, les prix alimentaires en 2026, 2027 augmenteront et toucheront tout le monde, selon un avertissement de l'ONU. Des pays de tous les continents dépendent de ces exportations. L'Inde, qui est le plus grand exportateur de riz au monde, réduit sa production d'engrais parce que le gaz naturel est devenu trop cher. Le Brésil, le plus grand producteur de soja de la planète, importe presque tous les engrais qu'il utilise. Des nations entières d'Afrique et d'Asie du Sud, qui disposent à peine de réserves, figurent parmi les plus vulnérables. Contrairement au pétrole, il n'existe pas de stocks mondiaux de fertilisants. Quand c'est fini, c'est fini. Il existe une fenêtre de tout au plus 3 mois avant que cela ne commence à se traduire par de réelles baisses de la production alimentaire. Et le temps presse. De l'autre côté de la planète, l'Asie répond à cette crise d'une manière que personne n'attendait. À court terme, elle revient en arrière. Le Japon, la Corée du Sud et la Thaïlande remettent en service des centrales à charbon qui avaient été arrêtées. C'est sale, cher et mauvais pour le climat. Mais c'est ce qu'ils ont pour l'instant. Comme vous pouvez le voir, cette crise accélère un changement que des années d'efforts pour protéger l'environnement n'ont pas réussi à accélérer. Le Vietnam a conclu un accord avec la Russie pour construire sa première centrale nucléaire. La Malaisie envisage la même chose. La Chine a des dizaines de réacteurs en construction. Les ventes de voitures électriques, déjà en hausse, devraient exploser davantage avec ce prix du pétrole. Le point le plus ironique dans tout cela est le suivant. En utilisant son arme ultime, l'Iran pousse le monde exactement dans la direction qui nuit le plus à son propre pouvoir à long terme. Parce qu'un monde qui dépend moins du pétrole est un monde qui se soucie de moins en moins de savoir qui contrôle le détroit d'Ormuz. La plus grande défaite de l'Iran pourrait ne pas venir d'un bombardement. Elle pourrait ne pas venir d'une opération militaire, d'un blocus naval, d'une résolution de l'ONU. Elle pourrait venir d'une pelleteuse, d'un oléoduc enterré dans le désert, d'un port construit bien loin de l'Iran. Et peut-être que la leçon la plus importante de cette crise ne concerne pas l'Iran. Elle nous concerne. Sur le danger de laisser le destin de milliards de personnes dépendre de 34 km d'eau. Le monde a appris cette leçon de la manière la plus coûteuse possible. Et maintenant, il fait tout pour ne plus jamais avoir à l'apprendre. Al-Salmi est toujours là, dans les eaux de Dubaï, avec 2 millions de barils de pétrole à bord qui ne peuvent pas être expédiés. Cette image, un navire plein, à l'arrêt,
incapable de bouger, et le résumé parfait de ce qui se passe dans le monde en ce moment. C'est peut-être aussi le résumé de ce qui va changer. Certaines guerres se gagnent avec des bombes. Celle-ci, eh bien, peut-être sera-t-elle gagnée avec des oléoducs. Maintenant, je veux connaître votre avis. Pensez-vous que ces routes alternatives suffiront à retirer le pouvoir de l'Iran sur le détroit? Laissez votre avis dans les commentaires. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, partagez-la avec quelqu'un qui devrait le savoir. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. À bientôt.